Au dernier sommet de la CEDEAO en Guinée-Bissau, dernier sommet d'ailleurs qui a vu l'élection du tout nouveau président du Nigeria être élu à la tête de l'organisation sous-régionale. Lors de ce sommet, nous avons fondé un certain nombre d'espoirs. Malheureusement, la CEDEAO, comme à son habitude, nous a montré son mépris total à l'égard des peuples qui souffrent. Au travers des déclarations intempestives, des déclarations qui n'ont aucun fondement, des déclarations dénuées de tout sens, des déclarations comme d'habitude qui font croire que l'organisation est une organisation solide, alors que la CEDEAO est un géant au pied d'argile. La CEDEAO est incapable de gérer ses propres problèmes, demande l'aide des pays occidentaux. Regrettable situation. On a vu le président du Nigeria qui s'est livré à une véritable diatribe, menaçant les régimes de transition, mais sans se poser la question pourquoi il y a eu transition dans ces pays. J'ai eu à le dire par le passé, je le répète aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de dire que dans nos États où nous vivons la transition, dans un premier temps, ce sont des transitions souveraines, c'est-à-dire l'émanation du peuple. Ce sont des transitions constitutionnelles. Quand on prend la Charte des Nations Unies et quand on prend nos constitutions dans nos États, je ne suis pas en train de dire de n'importe quoi, je mets tous les juristes constitutionnalistes au monde au défi. Il y a une disposition dans la Charte des Nations Unies. Cette disposition dit que les Nations Unies ont l'obligation morale, historique, d'intervenir dans tous les pays où la vie des populations est menacée. Et d'ailleurs, quand vous prenez la MINUSMA, qui chaque 3 mois se permettait de pondre des rapports fallacieux, mensongers, des rapports qui ne tiennent pas la roue. Mais le fondement de ces rapports, l'objectif de ces rapports était de mettre en évidence que l'État malien, les forces armées maliennes, ne respectent pas les droits de l'homme. Mais alors, lorsqu'il y a renversement d'un régime, le premier élément, c'est la prise en compte de la question des droits de l'homme. On dit, nos forces armées ont l'obligation régalienne de défendre et de protéger les intérêts et les différents peuples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut défendre les biens et les personnes. C'est un devoir régalien pour l'armée de protéger la population, de défendre les intérêts de la population, de défendre l'intégrité nationale du territoire. Lorsque la population est menacée et que l'armée sort, on dit c'est pas le droit de l'armée d'intervenir. Mais les Nations Unies utilisent cette même armée pour combattre d'autres régimes. Regardez l'incongruité et le dysfonctionnement moral, ou du moins parce que c'est nous, on n'a pas le droit. C'est eux, ils ont le droit. Lorsque les États-Unis ont attaqué Saddam Hussein sur la base des mensonges, on dit il faut prévenir parce que Saddam Hussein est en possession d'armes de destruction massive, ce qui était faux. Lorsqu'ils ont attaqué la Syrie, on dit Bachar al-Assad est en train de tuer son peuple. Il faut intervenir. Lorsqu'ils sont intervenus en Syrie, autant pour moi en Libye, on dit Kadhafi, paix à son âme, est en train de tuer son peuple. Lorsqu'ils sont intervenus en Côte d'Ivoire, on dit Gbagbo est en train de tuer son peuple. Maintenant que les armées dans la sous-région prennent la responsabilité de jouer ce rôle de défendre la population, de venir en aide aux personnes vulnérables, on trouve que c'est un coup d'État.
Je vous invite à cette saine réflexion. Lorsque les Nations Unies mettent en place une force conjointe pour intervenir au nom de l'OTAN pour défendre et protéger les populations, parce que il y a un dictateur qui tue son peuple. Alors, lorsque c'est le même cas, mais cette fois-ci, la force, elle est nationale, la force, c'est l'armée régulière, l'armée régalienne qui décide de mettre un terme au pouvoir d'un président qui tue son peuple. Où est la différence? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, prétendre que nous encourageons les coups d'État, c'est archi faux. Il n'y a pas de coup d'État. Il y a une intervention militaire pour arrêter le bain de sang, pour arrêter le massacre, pour apporter une assistance aux personnes en danger. Ce qui est conforme à la mission. Parce que beaucoup de gens disent que la mission de l'armée, c'est pas ça, mais c'est conforme à la mission de l'armée. Maintenant, on peut épiloguer, on peut discuter, on peut parlementer sur la suite des opérations. Pourquoi les militaires au pouvoir? Les militaires n'ont pas pour objectif de venir s'installer au pouvoir définitivement. Un militaire qui a suivi une formation militaire, il y a la discipline militaire. La plupart du temps, quand vous voyez un militaire au pouvoir qui veut s'accrocher au pouvoir, posez-vous la question, est-ce que c'est un pays francophone ou c'est un pays anglophone? Quand c'est un pays francophone, ne cherchez pas le mal ailleurs. C'est la France qui est à la manœuvre. C'est la France qui est à l'origine. C'est la France qui tire les ficelles. En réalité, un militaire vient pour nettoyer, mettre les pendules à l'heure, donner la possibilité à chacun de pouvoir faire défendre son programme. C'est ce que je pense et c'est ce que je vis au Mali. Alors la CEDEAO se dit, elle s'oppose au fait qu'au Mali, au Burkina et en Guinée, des militaires qui sont des citoyens de ces pays, parce que je ne crois pas que ce soit des mercenaires, je ne crois pas que ce soit des personnes qui sont venues d'ailleurs. Ce sont des citoyens et fils du pays qui ont décidé de venir en aide à leurs frères qui sont martyrisés, brimés, massacrés, tués au vu et au sud de la communauté internationale. L'armée alors décide de venir en assistance aux personnes en danger. Et par la même occasion, décide d'assainir la vie politique et laisser le pouvoir aux civils, ce qui est tout à fait louable. Ça, c'est un premier point. Alors, la CEDEAO se plaint de ce que les armées, les militaires ne doivent pas être au pouvoir. C'est comme des militaires ne sont pas des êtres humains. C'est comme les militaires qui sont au pouvoir viennent d'autres pays. Ce sont les enfants du pays, ce sont les fils du pays, ce sont les frères de quelqu'un, les époux de quelqu'un, les amis de quelqu'un, les voisins de quelqu'un, et ils vivent dans le pays. Ils ont les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen du pays. Ça, c'est un premier élément que je voudrais soulever par rapport à ceux qui se plaignent. Deuxièmement, la question de la présence des forces soi-disant paramilitaires, mercenaires au Mali, et que je vois la CEDEAO. Quand vous entendez la CEDEAO parler de Wagner, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est une organisation crédible? D'où est-ce que la CEDEAO tient sa crédibilité? Il n'y a aucune crédibilité. Une organisation internationale ne peut pas être un perroquet, comme l'a dit Abdoulaye Maïga, le ministre d'État du haut de la tribune des Nations Unies, lorsqu'il s'adressait à Antonio Guterres, lorsqu'il s'adressait à Bazoum et lorsqu'il s'adressait à Umaru Embalo Sissoko. Ce sont des petits fonctionnaires au niveau de la CEDEAO, à l'exception de la présidence. Alors, ce que moi je dis, est-ce que la CEDEAO se fait le perroquet de l'Occident? La CEDEAO serait-elle devenue le perroquet de la France, le perroquet des États-Unis, le perroquet de l'Union européenne, le perroquet de l'OTAN? Est-ce que la CEDEAO ne peut pas elle-même mener ses propres investigations et établir avec une vérité absolue, avec des preuves irréfutables qu'il y a bel et bien Wagner au Mali ou Wagner n'est pas au Mali? Alors pourquoi la CEDEAO se livre à un tel jeu? Pourquoi la CEDEAO joue les perroquets au lieu de chercher la vérité par ses propres moyens? Il s'agit d'un État membre de la CEDEAO. Alors, lorsqu'un président aussi ridicule que Ouattara accuse le Mali d'entretenir des mercenaires Wagner au Mali, c'est ridicule, c'est répugnant, c'est regrettable à son âge. Nous, on vous demande d'apporter la preuve matérielle que Wagner est là.
Maintenant, la dernière déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, qui a été mal interprétée. Il a parlé en russe. Je dis bien, il a parlé en russe. L'interprète, il y a eu plusieurs interprètes. Chacun prend son intervention et fait son interprétation selon sa sensibilité, selon son orientation politique. Alors, il y a une interprétation qui a été faite des propos du ministre russe des Affaires étrangères qui est sorti de son contexte. Il a dit que les instructeurs russes resteront bel et bien en Afrique. Mais lorsque la métropole, c'est-à-dire la France et les autres, lorsque ces pays occidentaux ont fait leur propre interprétation, ils disent que le ministre Sergueï dit que Wagner va rester au Mali. Donc, du coup, la Russie aujourd'hui est confondue à Wagner. Alors que dans tous les pays du monde, il y a des services de sécurité paramilitaires. En France, ça existe. En Angleterre, ça existe. Aux États-Unis, ça existe. En Israël, ça existe. Au Japon, ça existe. En Chine, ça existe. Tous les pays développés ou tous les pays qui en ont les capacités ont des services de sécurité paramilitaires. La Russie ne fait pas l'exception. C'est parce que Wagner a battu les forces régulières américaines en Syrie que Wagner est devenu, du coup, la bête à abattre. Parce que là où l'armée américaine a échoué en Syrie, Wagner a joué un rôle important en Syrie. Lorsque le président de la République centrafricaine décrit comment la Russie est entrée en Afrique, en Centrafrique, quand la France de Hollande a voulu manipuler la Centrafrique, injurer la Centrafrique, se moquer de la Centrafrique, à l'époque, les militaires centrafricains s'entraînaient avec des bâtons. Je dis bien des bâtons. Ils n'avaient même pas de fusil, c'était avec des bâtons. C'est la Russie qui est venue en aide, équipement, formation, armement. Et aujourd'hui, on veut balayer du revers de la main l'incapacité, la malhonnêteté de la France du côté de la Centrafrique et dire que ce sont des mercenaires, alors que la France a refusé de venir en aide à un pays avec qui la France a un accord de défense. Allez-y comprendre quelque chose. Le Mali. Quand le Mali a demandé la révision de l'accord de défense entre le Mali et la France a refusé. Alors, lorsque les rapports se sont approfondis avec la Russie, le même scénario en Centrafrique, on a dit tout simplement que le Mali a des mercenaires russes qui protègent le gouvernement. Mais nous savons bien que ce sont les FAMA. Les FAMA sont filmés tous les jours sur les théâtres d'opération. Ils mènent les opérations. Et notre organisation fait partie des organisations qui soutiennent les familles des FAMA qui sont tombées sur le champ d'honneur. Nous les soutenons. Nous les aidons. Alors nous sommes souvent écœurés de voir qu'on dit des présidents africains répètent le narratif de Macron, Wagner, Wagner. Mais est-ce que la CEDEAO elle-même peut dire avec vérité absolue qu'il y a des mercenaires au Mali? Mais elle ne s'en tient que ce que l'Union européenne a dit, ce que la France a dit, ce que les Américains ont dit. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit lors du dernier sommet. Je dirais pas sommet, mais lors du dernier Conseil des Nations Unies. Le 30, lorsque le Mali a décidé et que le départ de la MINUSMA a été acté le 30 juin. Ils ont tous répété la même chose. Wagner, Wagner, mais sans que aucun pays ne soit en mesure d'apporter la moindre petite preuve de la présence de Wagner. Même si nous sommes d'accord, ce qui n'est pas le cas que Wagner est là, quelle est la preuve qu'on peut apporter de la présence de Wagner? Wagner, tout le monde a vu la preuve que Wagner est en Ukraine. Wagner se bat en Ukraine. Wagner est visible en Ukraine. Est-ce qu'il est difficile de filmer Wagner au Mali? Est-ce qu'il est difficile de montrer que ceux qui sont au Mali, on connaît les logos de Wagner? Est-ce que c'est difficile de prouver que Wagner est aux côtés des soldats maliens? Non. C'est pas tous les soldats maliens, même au front, qui sont d'accord avec Assimi. Donc forcément, il y a un soldat qui peut se cacher, prendre une photo et puis mettre... Mais jusque-là, on n'en a pas. Alors posons-nous la question. Comment la CEDEAO peut se ridiculiser jusqu'à ce point? Alors quand nous voyons la CEDEAO tenir un discours pareil sur Wagner, alors qu'elle-même n'a aucune preuve de la présence de Wagner, cela nous laisse un doute sérieux sur l'honnêteté, l'impartialité, la vérité, la détermination de la CEDEAO à combattre réellement le terrorisme. Donc, la CEDEAO a menti.
La CEDEAO est incapable parce que le président même élu de la CEDEAO, avant même qu'il vienne au sommet de la CEDEAO, il a fait arrêter injustement quelqu'un parce que la personne n'aurait pas répondu à son appel. Voilà le président du Nigeria qui viole les droits élémentaires de la liberté d'expression et vient dire qu'il faut défendre la liberté d'expression. Il faut que dans la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO soient des exemples dans le monde. Mais comment pouvons-nous être des exemples si le président lui-même, il est problématique? Si le président lui-même, il n'est pas honnête? Si le président de cette organisation lui-même pose problème de crédibilité, d'honnêteté? La CEDEAO ne savait-elle pas que la disposition de la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire, dans son article 183, empêche Alassane Ouattara à tous les niveaux d'être candidat? Mais lorsque Ouattara se présente, vous allez écouter tout à l'heure l'intervention d'Alassane Ouattara. Vous allez écouter l'intervention de Macky Sall. Alors nous allons essayer, vous allez aussi écouter l'intervention du président du Nigeria. Nous n'avons rien contre qui que ce soit. Nous n'avons rien ni contre Alassane Ouattara, ni contre le président du Nigeria, ni contre Macky Sall. Mais nous ne sommes pas d'accord de la façon dont ils veulent gérer la CEDEAO à leur propre profit. Ils n'ont aucun respect pour le droit, aucun respect pour l'organisation, aucun respect pour les peuples. La CEDEAO, à l'origine, c'était la CEDEAO des peuples. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire la CEDEAO des peuples? Vu la manière dont la CEDEAO est gérée par ses présidents, pouvons-nous dire que c'est la CEDEAO des peuples? Non, pas du tout. Alors nous interpellons chacun. Restons tranquilles, on nous fait croire que la CEDEAO va frapper. Ne vous laissez pas manipuler par des expressions tendancieuses. Ne vous laissez pas distraire parce que la CEDEAO ne peut pas frapper. La CEDEAO ne frappera pas. La CEDEAO n'a pas les moyens de frapper. Parce que si la CEDEAO s'amuse à vouloir s'attaquer au Mali, nous allons demander à Assimi Goïta de faire un choix. Soit il reste dans la CEDEAO, il va quitter le Mali, en tout cas la présence du Mali, soit il reste notre président, il quitte la CEDEAO. Parce qu'il aura un choix à faire. Le peuple malien veut se concentrer sur son développement. Le peuple malien veut se concentrer sur les élections à venir. Le peuple malien veut se concentrer sur les opportunités d'affaires. On n'a pas le temps de se laisser distraire par des discours inutiles de la CEDEAO. Alassane se donne de l'importance qu'il n'a pas. La CEDEAO se donne de l'importance qu'elle n'a pas. Le Mali doit continuer son chemin, le Mali doit continuer son développement. Nous interpellons et les peuples du Sénégal à rester vigilants. Parce que nous avons vu le même scénario avec Alassane Dramane Ouattara en 2020. Après avoir menti, manipulé, il est venu se présenter. Alors, ils tous disent la même chose. J'ai le droit, alors que c'est absolument faux. Ouattara, vous allez écouter Cissé Bakongo, comment il démonte Ouattara. Et vous allez écouter Ouattara lui-même, et puis vous allez voir les conséquences. Vous allez écouter Macky Sall, ce qu'il a dit, et puis vous allez voir que après son discours, ce qu'il a dit, c'est absolument faux. Il y a toujours une contradiction. Ils sont pressés pour parler, pour faire plaisir aux gens, mais après, il y a un problème. Donc, je vais vous laisser écouter Alassane Dramane Ouattara, voir la contradiction et l'incapacité de la CEDEAO d'agir lorsqu'il faut agir. Et vous allez écouter Macky Sall, vous allez vous poser la question, malgré tout ça, où se trouve la CEDEAO? Si la CEDEAO est dans la vérité, pourquoi elle ne se bat pas pour le retour d'Alpha Condé en Guinée? Si la CEDEAO est dans la vérité, pourquoi elle ne se bat pas pour le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso? Et 203, le dicton pourrait bien s'appliquer au président Alassane Ouattara. Le président ivoirien a admis lors d'une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique qu'il n'excluait pas de se représenter un troisième mandat en 2020. Pourtant, le président ivoirien avait déclaré sur France 24 qu'il ne le ferait pas a priori. C'était il y a 6 mois lors d'un entretien accordé à Marc Perelman. Écoutez. 2020, prochaine élection présidentielle, oui. Vous n'allez pas vous représenter? Ah non, a priori, je ne le ferai pas. A priori? Oui, a priori, parce que il est clair que nous avons une constitution qui m'aurait autorisé à le faire si je le souhaitais. C'est une décision personnelle et je vous dis que c'est très important que les pays africains aient la limitation des mandats, mais la durée de la limitation dépend de chaque pays et des circonstances. Le président ivoirien semble avoir changé d'avis. Quelles sont les réactions dans le pays? Thaïs Brook, notre correspondant à Abidjan, nous en dit plus. C'est une intervention qui a fait la une de tous les journaux ici. Monsieur Bakongo, est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah,
Pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, Oui. restent applicables. En d'autres termes, Oui. l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà Vous savez la main quoi? sur le cœur Vous savez pour quoi? dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo? On a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin, avec tous les téléspectateurs d'Africa 24, qu'en 2020, ce soit quelque Le chose. président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Si vous et moi, on attend 2020, alors. L'article 183 de la nouvelle Constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière très très franche, entre réconciliation et référendum. C'est quoi la priorité pour vous? Les deux. Oui, mais on ne peut pas commencer les deux ensemble. Il va falloir commencer par quelque chose. Référendum, réconciliation. On a commencé la réconciliation depuis 2011. Est-ce qu'on a fini? Depuis 2011, Oui. les Ivoiriens et les Ivoiriens qui se regardaient en chien de faïence, les Ivoiriens et les Ivoiriens qui avaient pris les armes les uns contre les autres, qui s'étaient pourchassés. En tout cas, vous avez compris l'intention de ma question. Est-ce que vous avez compris ma question? Ceux-là Oui. ont décidé de se retrouver pour réapprendre à être des frères et des sœurs. Oui. Ils continuent, c'est vrai, c'est un processus, ce n'est pas une donnée. On va pas un jour s'attendre. Oui, mais l'interprétation de ma question, c'est de vous dire, est-ce que c'était pas plus important de se consacrer à la réconciliation plutôt que d'aller à un référendum? Je vous dis, Oui. je réponds bien à votre question. Oui, et finissez là-dessus. Je vous dis Oui. que depuis 2011, nous sommes dans ce processus de réconciliation et que ce processus Vous arrivez à l'évaluer? n'était pas incompatible ou n'est pas incompatible avec l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et donc Monsieur Cissé Bakongo, merci. On est à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se reverra peut-être quand les uns et les autres se seraient revus, si vous œuvrez là, dans ce sens, bien entendu. Et on va refaire le point. Merci, c'était tout plaisir. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. Oui. Au Sénégal, nous avons réglé cette question puisque notre constitution de 2001 a limité le nombre de mandats à 2. Il y a eu une variation, c'était sur la durée. Et moi-même, j'ai été élu sur le registre du septennat. Et pour revenir à une norme 2 mandats de 5 ans, j'ai décidé d'appliquer une réduction sur mon propre mandat. La décision de réduire un mandat, ça n'existe nulle part. J'ai voulu donner un exemple. Parce que les exemples, il faut les appliquer à soi-même, si on veut être crédible. J'ai voulu, parce qu'avant mon élection, mon prédécesseur a voulu un 3e mandat qui a entraîné le Sénégal vers une période de tension vive. Il y a eu des morts, il ne faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut prendre le contre-pied et montrer qu'il est possible de remercier les électeurs et d'indiquer qu'on pouvait renoncer à des années de pouvoir qui ont été légitimement et légalement acquises dans le temps. Comment expliquez-vous que beaucoup de vos pairs en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, dans l'espace francophone, aient du mal à quitter le pouvoir comme ça? Mais ça, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer outre mesure non plus sur cette question, puisque, comme j'ai eu à le dire, les situations peuvent être différentes. Un pays comme le Sénégal, qui a connu le multipartisme avant son indépendance, qui a connu des élections pluralistes avant son indépendance, qui a connu des élections déjà en 1860, qui a connu ses premières communes en 1887,
Évidemment, un tel pays, vous ne pouvez pas trouver des situations pareilles. Même si parfois on a failli d'ailleurs aussi frôler des gens qui voulaient transgresser cette limite temporelle, mais le peuple veillera et l'évolution de notre pays fait que cela n'est pas possible. Dans d'autres cas, je pense que la maturité démocratique n'est pas au même niveau. Et c'est pourquoi, parfois, il faut, tout en respectant les principes universels, essayer aussi de voir ce qui se passe dans chaque cas. On ne peut pas appliquer un principe uniforme partout en même temps. Et c'est peut-être ce qui explique que dans certains pays, des gens pensent qu'ils doivent rester plus que nécessaire parce que peut-être ils ont une mission particulière. Ce n'est pas mon cas et je pense qu'aujourd'hui, tous doivent tenir compte de la réalité du monde d'aujourd'hui. Ngache isola ka bota ibina tami kone ne ka musokɔrɔba de filɛ ne ka solo ka ne lakunu sɔgɔmaden na ko fo ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma fura in tɔgɔ ko damisa ne yɛrɛ t'a dɔn damisa in bɛ sɔrɔ fan o fan kɔkɛ a kan bɛ sɛnɛ fɔkɛ ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na kɔmuso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'u kɛra teri ye k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barikala bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnniyara i n'a fɔ jabɛti ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ kone ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka ja sanafɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sanafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔntan terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sanafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la kone o kumana a damisa ko an bɛ taa ɲini an n'an soma bɛɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ solo matika foyi na lati